Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous recevez en ce dimanche à cette occasion de ce nouveau numéro du JDD, le jury du dimanche qui reçoit Monsieur Sam Ndong. Sam Ndong est un jeune haut conseiller et dans le haut conseil, le HECCT, il est président de la commission développement des pôles territoires. Comme profession, il est agent portuaire. Il est donc responsable de l'APR ici à la commune de Biscuiterie. Voilà. Merci M. Ndong d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Hassan. C'est avec un immense plaisir que je suis venu honorer mon engagement pour faire l'émission. Donc je suis au conseil naturellement. Je suis aussi responsable politique au niveau de la commune de Biscuiterie, à qui je salue tous les militants et les habitants de la commune de passage, et un fervent défenseur de son Excellence, M. le Président Macky Sall, à qui je salue et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne longue vie et santé de fer. D'accord, très bien. Voilà, le président Macky Sall, vous lui êtes resté fidèle. Vous avez de ses nouvelles, non? Bon, oui, pas plus tard que le 11 passé, le jour de la célébration de son anniversaire, tous les militants, les influenceurs et les responsables politiques étaient au siège pour célébrer son anniversaire. Et de passage, il a appelé et vraiment, il a magnifié et il était très content par rapport à cette surprise que les jeunes l'ont fait. Vous avez fêté son anniversaire à distance. À distance, oui. Vous n'êtes pas rendu au Maroc? Non, on est resté au siège pour faire l'anniversaire, naturellement, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs, parce qu'on a toujours célébré son anniversaire, mais souvent il n'était pas présent. Vous lui avez fait... Les 3 ans passés, il n'a pas été présent lors de la célébration de ses anniversaires. Vous lui avez fait un gâteau? Oui, un très bon gâteau, avec toutes les commodités. D'accord. Voilà. Apparemment, vous êtes un irréductible, l'un des derniers fidèles du président Macky Sall, avec ce qu'on appelle ici les influenceurs. Bon, pas le seul fidèle, il y en a beaucoup de jeunes actuellement qui m'appellent souvent et me disent que nous croyons à l'idéologie Macky, nous croyons au président Macky Sall et nous allons toujours rester et demeurer ses fervents défenseurs. Étant donné que maintenant, peut-être, je fais partie parmi les jeunes les plus reconnus pour ce qu'ils défendent le président, sous un autre format appelé ARC. C'est l'Alliance des Républicains Convaincus, les maquistes, que je dirige. Naturellement, je suis en train de massifier, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se sont pas montrés, que l'on ne voit plus, mais en réalité, c'est des gens qui croient foncièrement à son excellence, M. le Président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle je suis là pour massifier, je suis là pour garder ce tissu et ce cordon ombilical qui lie la jeunesse avec le président Macky Sall. D'accord. Vous pensez que le président Macky Sall est resté dans le cœur des Sénégalais? Évidemment, oui. J'en suis sûr et certain. Le président Macky Sall ne peut pas être aimé par les Sénégalais. Il ne peut pas ne pas être aimé par les Sénégalais. Parce que ce qu'il a fait au Sénégal, tout le monde, à chaque fois et tout le temps, si tu prends BRT, tu verras que ça c'est le président Macky Sall. Si tu prends Terre, tu verras que c'est le président Macky Sall. Si tu sors de Dakar, tu verras ce qu'il a fait, la création de la ville de Diamniadio et autant de choses, quoi. Donc c'est indélébile. Oui. Et pourtant, les résultats des dernières élections disent le contraire, que vraiment c'était la participation à une élection ou un combat de trop de sa part. Parce que ces résultats n'étaient pas fameux quand même. Hein. Pas un combat de trop, et ça c'est une suite logique. Hein. Depuis qu'on a commencé à faire des élections législatives et présidentielles au Sénégal, à chaque fois ça c'est une coutume au Sénégal. Faire des élections présidentielles, donner
l'occasion à ce qu'un président brigue le suffrage du Sénégal, qu'il soit élu au suffrage universel, et ne pas lui donner à l'Assemblée nationale, ça n'a jamais existé au Sénégal. Et je pense que c'est la suite logique des Sénégalais. Les Sénégalais, ils font ce qu'on appelle le tignal. S'ils te donnent la présidence, naturellement, ils te donneront l'Assemblée nationale pour qu'il n'y aura plus d'alibi de vouloir dire que voilà, ils m'ont bloqué ceci, ils m'ont bloqué ceci. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont donné ces tenants du pouvoir l'Assemblée nationale. Mais ce que j'ai dit, ils leur ont donné l'Assemblée nationale, mais ils n'ont pas les mêmes résultats que les autres. Parce qu'on se souvient, au temps de Wade, ils avaient sorti avec plus de 31%, 131 députés. Donc aujourd'hui, s'ils ont 130 députés, ce n'est pas extraordinaire. C'est dans la bonne marche des choses. Mais ils sont partis seuls, hein. Ils n'ont pas eu de coalition comme vous. Bon, ils sont partis seuls, ça, je suis dubitatif parce que quand même, il y a beaucoup de maires qui ont rejoint le camp PASTEF. Bon, je ne dirais pas le camp PASTEF, mais qui ont rejoint le leader de PASTEF et ils ont bâti campagne pour PASTEF. Des maires de l'APR. Des maires de l'APR qui ont quitté l'APR, qui ont transhumé. Et comment vous qualifiez ces maires? Bon, la transhumance, c'est que j'ai toujours dit que la transhumance, c'est une maladie infantile et ça représente la rougeur de l'État. La transhumance au Sénégal ne devait pas être permis à certains, parce que c'est un reniement. On ne peut pas combattre une personne aujourd'hui et demain, bon, les politiciens au Sénégal, naturellement, parfois, on voit tout, hein, mais c'est quelque chose qui doit être combattu quand même, la transhumance. La transhumance, c'est quelque chose, parce que c'est une mauvaise leçon à la jeune génération et aux futures générations. Vous n'y pensez pas? Jamais. Ah bon, on dit souvent qu'en politique, on ne dit jamais. Et moi, il y a deux choses que je ne crois pas en politique. On dit que souvent les amis d'aujourd'hui peuvent être des ennemis de demain. Je n'y crois pas. Parce que moi, je parviens à dissocier les relations sociales et les relations politiques. Il y a différence entre relations sociales et relations politiques. Malgré tout, on ne peut pas ne pas avoir. D'ailleurs, mes amis, mes amis les plus proches sont de PASTEF. Et je suis d'accord à ce qu'ils soient de PASTEF, mais moi je suis un républicain, je suis un maquiste et je demeure maquiste. Ils m'ont combattu, ils ont bâti campagne aussi bien qu'à Biscuiterie, aussi bien qu'au village, mais je leur reconnais leur appartenance politique. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir boire le thé ensemble et de manger ensemble, parce que nos relations transcendent des relations politiques. Donc c'est ça. Mais il ne faut pas avoir cet alibi de dire que non, mes amis sont au PASTEF, donc je dois quitter là où je suis pour partir au PASTEF. Ça, ce n'est pas des alibis. D'accord. Là, en politique, il faut croire à quelque chose. D'accord, la conviction. La conviction. Ça manque beaucoup. Vous parlez tout à l'heure de village. Votre village d'origine, c'est Tchofior, dans le Saloum. Dans le Saloum. Pourquoi vous n'avez pas milité là-bas Militer au village, bon, vous savez, difficile. Ce que j'ai au village, c'est exactement ce que j'ai à Dakar. Le titre foncier que j'ai au village, c'est le même titre foncier que j'ai à Dakar. Donc, je ne peux pas laisser mes parents, parce que autant lorsqu'on crée le parti de l'APR, à Biscuiterie, 70% de la population est SRR, et là, il n'avait pas un répondant dans la scène politique. Il fallait que je vienne pour essayer de remobiliser la famille SRR pour qu'il puisse accompagner le président Macky Sall en 2008-2009. Après, bon, c'est en ce moment que je me suis jeté dans la politique pour rester dans la commune, pour défendre non seulement les intérêts de mes parents et les intérêts de la commune d'une manière générale, mais aussi essayer d'être un relais de la Biscuiterie et de l'APR. Et par la suite, lorsqu'on a gagné les élections, malgré tout, on ne m'avait pas donné de responsabilité, mais je me suis toujours battu pour la cause de mon parti. Et jusqu'à présent, chose que j'ai fait dans la commune de Biscuiterie. Et je vois que, donc, que tu sois né à l'intérieur du pays, ou bien que tu sois né à l'extérieur, l'essentiel c'est d'être un Sénégalais. Si tu es un Sénégalais, tu peux militer dans n'importe quelle autre localité du Sénégal. Oui, mais vous, en tant que jeune politique ou politicien, comment se fait-il que vous parliez
de Serer, de Wolof, de Diola. Ça, c'est du Non, communautarisme. Ça, c'est un peu décevant de votre part. Non, je ne parle pas de... Il faut dépasser ces choses-là. Honnêtement, je ne parle pas par rapport à... Je ne fais pas une segmentation des races ou bien... Je ne le ferai pas. Et cela n'honore pas ma personnalité. Je veux dire tout simplement que autant, ce qui m'a permis de faire de la politique, c'était ça. Parce que, bon, c'était un peu difficile avec eux. Ils n'avaient pas de contact, même pour avoir des casiers judiciaires ou autres, souvent ils étaient confrontés à des problèmes. Donc, mais ce qui est important, c'est-à-dire que nous tous sommes des Sénégalais. Moi, je ne fais pas de distinction de race, ou bien d'ethnie, ou bien autre chose. Ce qui est important, c'est le Sénégal. Nous tous, nous sommes liés par le même cordon ombilical. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes nés Sénégalais. Donc, cette relation de symbiose qui a toujours existé au Sénégal et ce processus de socialisation doit être toujours soutenu et doit être renforcé. Parce qu'en réalité, le bon voisinage est passé par là et nul n'en ignore. Donc aujourd'hui, nous tous, nous sommes apparentés et nous sommes des parents. Donc ce que nous devons faire, c'est renforcer ce culte qui est le socle de la stabilité du Sénégal, éviter ce qui pourra faire une distorsion par rapport à ce bon voisinage. Donc je suis un traditionnaliste et un conservateur, certes, mais je crois foncièrement au bon voisinage et que nous tous, nous sommes des Sénégalais. Je ne vois pas un Peul, je ne vois pas un Toucouleur, je ne vois pas un Sérère. Ce que je vois, c'est un Sénégalais. Nous sommes des frères et sœurs. D'accord. Et pour finir avec votre parti, est-ce qu'il pourra survivre au président Macky Sall? Parce qu'on voit là, il est un peu en débandade. C'est un corps sans tête, parce que la tête n'est pas au Sénégal. Et puis même, le président Macky Sall, il s'est un peu exilé, lui qui exilait les gens à l'époque. C'est l'ironie de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de votre parti? Bon, exilé, c'est un langage de trop parce que, naturellement, depuis l'orée des temps, à chaque fois que le président quitte la magistrature suprême, beaucoup de nos présidents, c'est la France qui était leur destination. Mais heureusement, son excellence, monsieur le président Macky, il est toujours en Afrique. C'est-à-dire qu'il porte l'Afrique dans son cœur. Il porte le Sénégal dans son cœur. Le Maroc et le Sénégal, nous sommes unis par plusieurs choses et par beaucoup de choses. Donc, quitter le Sénégal et aller au Maroc, c'est comme être au Sénégal. Est-ce qu'il a un héritier politique là? Héritier politique, actuellement, on n'est pas dans des questions d'héritage politique. Parce que son excellence, monsieur le président Macky Sall, a la chance d'avoir une jeunesse et des responsables qui croient en lui, qui croient en sa vision et qui croient à sa manière de faire de la politique. Nous, nous sommes là. Ce que je suggère à mon parti, c'est-à-dire que nous devons unir tous les sociodémocrates, les libéraux, qui croient à la vision du président Macky Sall, que tu sois ancien socialiste, que tu sois ancien démocrate ou centriste, ou bien républicain et libéraux, nous tous, nous devons créer un parti uni et fort pour imposer notre opposition afin de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais en 2029. Actuellement, qui gère la paire là, en l'absence du président? C'est le président qui gère la paire. Le président n'est pas absent, il est toujours là. Il est toujours là et nous travaillons parce qu'il y a le vent du Demdik. Aux États-Unis, le Demdik est soufflé là-bas et en Afrique aussi, le Demdik est soufflé en Ghana. Donc au Ghana, autant pour moi. Oui. Donc au Sénégal, naturellement, le Demdik est fort possible. D'accord. Donc le président Macky Sall fait du télétravail. Le télétravail, c'est une rénovation. C'est une innovation, d'accord. C'est une innovation, autant pour moi. Voilà, c'est ça. Merci donc pour ces réponses. Je rappelle que nous recevons M. Sam Mendong, un jeune haut conseiller au HCCT. HCCT. Les députés sénégalais sont en plénière. Oui. Ils vont décider du sort du HCCT, mais également du Conseil économique. Qu'est-ce que ça vous fait? Ni chaud, ni froid Bon, logiquement, logique sur logique, promesse sur promesse, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème pour la dissolution de ces institutions. Je n'ai pas ce problème. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent pour le Sénégal. Mais ce qui est important, le cas du Haut Conseil est un peu différent. Le Haut Conseil, en 1998, les élus d'Afrique se sont réunis au siège de l'UIA pour parler de la question de la décentralisation, de l'aménagement des territoires et de la gestion des collectivités territoriales en Afrique. Il avait donné une suggestion à ce que le Conseil des collectivités territoriales soit créé par l'UIA en 1998. En 2009,
lors des assises nationales, ils avaient suggéré à ce qu'il y ait une assemblée des collectivités territoriales. Et en 2011, à Malabo, lors du 25e sommet de l'UIA, ils avaient demandé à l'UIA, autant pour moi, à l'Union africaine, autant pour moi, à l'UEMOA, de créer une institution chargée de la gestion des collectivités territoriales. Section collectivité territoriale, Conseil des collectivités territoriales UEMOA. Et en 2013, lors du sommet à Malabo, le président Macky Sall était présent. Ils ont demandé au Sénégal d'hériter le siège du Haut Conseil des collectivités territoriales en Afrique, zone UEMOA. Et le président, sur la demande de la sous-région et la demande des assises nationales, il a fait le cumul et il a proposé un référendum, la création d'une institution qui sera l'Assemblée des collectivités territoriales, nommée HCCT, au Conseil des collectivités territoriales. Et c'est dans cette perspective que le Haut Conseil a été créé. Et le Haut Conseil, lorsqu'il a été créé, dans notre loi organique, on a dit que le Haut Conseil est saisi par le président. Et les travaux du Haut Conseil sont destinés au président. Donc, en langage administratif, si on te dit que le travail de cette institution est destiné au président, c'est-à-dire que ce que tu fais est estampillé secret. Tu n'as pas droit d'en parler. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de parler du contenu de nos travaux. C'est la raison pour laquelle souvent les gens disent que personne ne sait l'importance du conseil. Mais je vous dis, si tu demandes les collectivités territoriales, les politiques publiques, le Promoville, PUDC, PUMA, la fonction publique locale, la coopération décentralisée, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que le Haut Conseil avait recommandé des avis, parce que chaque année nous faisons 4 rapports. Chaque année, nous produisons 4 rapports, un rapport général qui est adressé directement au président de la République. Et dans ces rapports-là, nos recommandations, il y a 548 recommandations motivées qui sont adressées directement au président de la République. Et le président, c'est à lui maintenant de prendre des décrets pour statuer par rapport à ces recommandations. Et beaucoup de recommandations sont visibles par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, les réalisations, la fonction publique locale, l'aménagement du territoire, la décentralisation et tant d'autres. Donc aujourd'hui, c'est ça. D'accord, voilà. Ce que vous dites est bien beau et c'est un plaidoyer, mais c'est un peu aussi l'énergie du désespoir. Parce que le régime en place ne vous lâche pas. Il a déjà essayé. Mais là, il n'avait pas la majorité. Vous avez bloqué, en tout cas, vous avez dit non. Aujourd'hui, ils ont réitéré et sûrement on va aller à la fin de ces 2 institutions, quelles que soient par ailleurs les directives de l'Union africaine ou des instances supranationales. La question est la suivante. Pourquoi, d'après vous, le régime de PASTEF en fait, ne veut pas, et si opposé en tout cas, à ces 2 institutions? Parce qu'il y a un début de réponse. Ils n'ont peut-être pas de représentants là-bas. Ça peut se comprendre. Il n'y a que des éléments de l'APR, etc. Vous savez, dans le statut du Code général des collectivités territoriales, la nature de vote des membres du Haut Conseil, ça se fait. C'est une élection. Et cette élection, au cours de cette élection, il faudra avoir une bonne représentation dans le département pour pouvoir avoir des hauts conseillers. Et autant, ils n'avaient pas gagné beaucoup de mairies. C'est la raison pour laquelle ils avaient boycotté l'élection du haut conseil. Mais pour vous dire que nous, en réalité, nous n'avons aucune désespérance par rapport à ce qui se passe. Et c'était une promesse de campagne aussi, je crois. Mais beaucoup de promesses de campagne n'ont pas été honorées. Par l'actuel régime. Non, nous reviendrons sur ce qu'ils ont fait depuis lors. Par rapport
rapport maintenant à la dissolution de notre institution, ils ont le droit, comme je l'ai dit, mais quand même, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence du CRAES et du Sénat. Le CRAES, au temps du PDS, lorsque Abdoulaye Wade était venu au pouvoir, il avait trouvé ici le CRAES, et après, lorsqu'il a dissous cette institution, il avait indemnisé les membres du CRAES, dit même que le Sénat. Indemnisé, c'est-à-dire... C'est-à-dire payer le mandat, ou bien ça fonction des modalités de négociation avec les membres qui y étaient, qui y siégeaient, et le gouvernement, l'État, pour essayer de voir comment faire pour gérer... Il y avait des indemnités de départ, quoi. Donc c'est ça. C'est cette jurisprudence que nous évoquons, parce que les membres du Haut Conseil, ils ont un mandat de 5 ans. Et ce mandat de 5 ans ne peut pas être comme ça, jeté dans la poubelle, comme ça, comme si vraiment c'est des moins que rien qui étaient là-bas. Donc aujourd'hui, nous ne commandons pas. Les hauts conseils ne commandent pas. Les hauts conseils ne mangent pas. Mais ce qui est l'autre droit, le président, comme il a le droit de destituer notre institution, c'est exactement ce même droit que nous avons aussi pour qu'il nous donne notre dû. Nous sommes dans un état de droit. On reconnaît le pouvoir du président. Nous reconnaissons aussi le pouvoir à l'Assemblée nationale de pouvoir dissoudre. Nous sommes totalement d'accord et entièrement d'accord par rapport à ce qu'ils fassent leur vision en matière de politique, mais nous aussi, ce que le droit nous demande, nous donne, qu'ils nous le remboursent. C'est simple. Et l'autre chose, c'est ce qu'on a appris, beaucoup de hauts conseillers et également du Conseil économique ont contracté des dettes auprès des banques. Ils ont des encours bancaires. Si jamais on liquide vos institutions, comment est-ce que vous allez faire avec les banques? Bon, il y a beaucoup de camarades qui m'ont appelé quand même. Et le cas le plus pathétique, c'était une maman à qui on a hospitalisé, qui n'avait plus de sous. C'était difficile avec lui. C'est pourquoi même ce qui m'a plus motivé de pouvoir porter ce combat des hauts conseils et des membres du conseil social, c'est à cause de ça. Lorsque je suis parti voir la personne, mais j'étais sidéré parce qu'elle n'avait plus de sous pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est vraiment pathétique. Et avec les gens qui ont contracté des dettes, bon, de toute façon, moi, ce qu'on m'a dit, mon papa... Vous n'avez pas de dette à la banque? Mon papa m'a toujours dit, quel que soit dans la boîte que tu seras, évite de faire des prêts. C'est comme on me disait à chaque fois. Je suis élevé de cette manière. Et que Dieu m'épargne de ça et qu'il épargne les Sénégalais des dettes. Mais est-ce qu'il est vrai? Ce qui est réel, il y a des gens qui se sont endettés, surtout à la banque BICIC. Il y a des gens qui sont endettés et voilà, ils m'ont appelé. Les banques à qui les hauts conseils ou les membres du conseil social ont contracté des dettes, c'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas demandeur de dettes, je n'ai pas contracté de dettes, mais quand même il y a de mes camarades qui ont contracté des dettes. Et ces dettes, franchement, s'ils n'avaient pas un mandat, ils n'auront pas dû l'avoir. Et c'est à cause de ce mandat que la banque a eu confiance en eux pour leur donner la dette. Et maintenant, c'est à eux maintenant de voir comment faire pour mener ce combat, pour qu'on les rembourse leur argent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le collectif du Haut Conseil et du Conseil économique. C'est ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais en contractant les dettes là, les banques, vous savez, elles voient tout. Vos institutions-là sont des institutions qui ne garantissent pas la sécurité de l'emploi. Vous n'êtes pas des fonctionnaires. Hein? C'est des institutions, c'est du travail à durée déterminée, des contrats. C'est ça. Tout ça, je pense que les banques et ceux qui sont allés vers elles ont regardé ces choses-là. Donc, vous avez mis en place un collectif, comme en fait une sorte de syndicat. Pour pas syndicat. Mais bon. On ne peut pas syndiquer parce que nous ne sommes pas des travailleurs. Parce qu'on a coupé les robinets là-bas, semble-t-il, il n'y a plus d'indemnité de cession et entre guillemets ce qu'on appelle salaire mensuel là-bas. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois chez vous, par exemple, et au Conseil? Pourquoi vous avez mis en place le collectif? Ce qui se passe, c'était prévisible. On était conscient que l'institution allait être dissoute. Ça,
évident. Mais on est des Sénégalais. Et comme nous sommes des Sénégalais, nous avons une obligation. Et nous sommes protégés par des lois. Et le paiement de nos salaires et nos indemnités est un droit que nous réclamons. Les membres du Haut Conseil, eux, ils ont un mandat de 5 ans. Différent avec le membre du Conseil économique et social, où il y a des gens qui ont 5 ans et il y a des gens qui ont un mandat de 1 an. Ce que nous comptons faire, nous avons saisi nos avocats et nos avocats ont travaillé par rapport à ça pour déposer le travail à la Cour suprême et là maintenant ils vont continuer les procédures. Ceux qui ont contracté des dettes, moi je me suis posé des questions. J'ai demandé à des gens, ils m'ont dit, parce que dans chaque institution il y a l'ACP. Mais est-ce que en réalité l'ACP... Oui, c'est ça. Là, je ne vous coupe pas. ACP, on disait ACP avant, c'est l'agent comptable particulier. Ouais, c'est l'agent comptable. On dit comptable particulier tout court. Oui. C'est lui qui gère la comptabilité. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils ont eu la signature de l'ACP pour pouvoir avoir des dettes dans les banques? Vrai ou faux, je ne sais pas parce que je n'ai pas expérimenté la chose. Mais je pense qu'il ne peut pas contracter des dettes sans qu'il consulte le comptable particulier. Et là maintenant, si ce cas de figure se présente, ce sera un peu compliqué. Et là maintenant, ce que je demande aux gens, qu'ils essaient de donner des informations claires et fiables par rapport à ce qui s'est passé réellement pour contracter des dettes. Parce que moi, j'avais toujours prévu que ces 2 ans-là, l'institution allait être dissoute. C'est ce que j'avais toujours prévu. C'est-à-dire que je n'étais pas trop parmi ces gens. Même il y a des gens qui me demandent pourquoi tu ne fais pas. Mais je leur ai dit que vous votez des dettes. Vous ne savez pas ce qui va se passer lors des élections présidentielles qui sont à l'horizon. Si vous contractez des dettes et qu'on perd le pouvoir et qu'on dissout notre au conseil, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire avec les banques? Mais bon, je suis vraiment allocentrique. J'ai de l'altruisme envers eux et vraiment, je veux que vraiment qu'on leur paye le dû pour qu'ils puissent payer leur dette qu'ils ont contractée. Voilà, vous avez de la prudence, mais ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous êtes en politique. Et en politique, il ne faut pas s'amuser ou s'aventurer à perdre les élections. Quand vous perdez les élections, on vous écrase. Parce que tous les gouvernements successifs, depuis la nuit des temps, ils ont appliqué ce que Brennus disait aux Romains, malheur aux vaincus. Maintenant, chacun son tour chez le coiffeur. Effectivement. C'est vous qui êtes chez le coiffeur actuellement. Il faut endurer. Parce que vous l'avez fait également aux gens du PDS quand vous avez pris le pouvoir, non? Non. Macky Sall, son excellence, Macky Sall, c'est un républicain. Non, en fait, ma question, on ne va pas revenir sur Macky Sall. Ma question est la suivante. Oui, je comprends. Est-ce que vous demandez aujourd'hui de la mansuétude venant du pouvoir, du président de la République, de son Premier ministre, à l'endroit de vous? Non, moi je ne demande pas de mansuétude quand même. C'est un droit, c'est un acquis qu'on exécute ce que le droit dit. Si le droit ne le dit pas, qu'il dise ce que le droit dit exactement. D'accord. Et maintenant, nous sommes dans un parti politique indépendamment de ce qui se passe au Haut Conseil. Ma position politique, je suis et je reste un opposant convaincu. D'accord. Non, en fait, on va revenir sur ces choses-là, mais j'ai fait la remarque que vous coûtez cher aux contribuables sénégalais. Vos salaires mensuels, c'est combien? Vos indemnités de session, c'était combien? Il faut nous dévoiler le salaire est confidentiel. Naturellement est protégé, on ne doit pas parler de salaire. Non, mais bon, ça, c'est de notoriété publique, c'est 1,5 million. Tout le monde le sait, c'est écrit partout. C'est toi qui le dis, moi je ne... Et les indemnités également. Je ne dirai pas. Les indemnités, de toute façon, les indemnités et les salaires ont été bloqués. C'est ça la réalité. Les gens qui pensent que maintenant l'institution est budgétivore, ils n'ont qu'à demander Yankoba Yémé qui était venu là-bas, qui a
assisté à notre 3e session Il a dit ordinaire, quoi? qu'il avait dit, quand je partirai, je serai votre avocat. Et je ne savais pas que c'est comme ça que l'institution fonctionne. C'était une bonne façon de vous avoir. Ah, peut-être. Mais Vous avez été naïf un peu. Non, pas naïf. Moi, je crois l'homme en la parole. Moi, je suis un homme de parole. Quand je dis quelque chose, c'est indéfectible. Je ne suis pas Dieu. Et Inch'Allah, je ne peux pas l'être et je ne le souhaite pas et ça ne peut pas être. Je suis un fidèle, un croyant, soumis à croire au destin. Mais ce qu'il avait dit, c'était clair. Il est venu, il a clôturé notre session. Nous avons travaillé, nous avons lu, et nous avons fait des travaux avec. Il a vu et il a compris et il a dit. Pourvu qu'il croit ou qu'il ne croit pas à ce qu'il dit, cela n'engage que lui. Mais il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est exactement ce que j'ai dit. Mais même ces propos, j'ai dit à mes amis, quoi qu'il advienne, ce n'est pas Yankoba Diémé qui pourra bloquer la non-dissolution de notre institution. C'était évident. Mais quand ils disent que l'institution est budgétivore... Ah oui, justement, 77 milliards, tous les quinquennats, vous deux réunis. Okay. Et ça, on a eu dire que le gouvernement va déverser ça dans le recrutement d'enseignants. Et ça, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que ça, c'est un manque d'ambition, donc. Ah, parce qu'il y a combien d'enseignants qui ont été recrutés par notre régime avec l'existence, bien entendu, au Conseil du Conseil économique social. Il y en a pas gagné. Et sans l'existence, ça peut être doublé peut-être. Non. Et calculer la masse salariale et comparer à 77 milliards. 77 milliards n'est absolument rien pour l'État du Sénégal. Absolument rien. Parce que ce n'est pas beaucoup. Bon, dans un contexte... Dans un État, je dis, je ne parle pas individuellement, mais pour un État. Dans un État et dans un contexte où les ressources sont si rares, même un centime, ça compte. Non, je suis parfaitement d'accord. Mais ce que je ne comprends pas, comment on peut dire que ceci est budgétivore et d'avoir des fonds communs, avoir des fonds politiques, avoir des fonds secrets. Et tous ces fonds-là logés quelque part, il y a les fonds communs où les gens des impôts et de je ne sais pas. Non, mais là, je parle. Vous êtes en train de mélanger les choses. Non, je ne mélange pas, je parle. On parle du Haut Conseil et du Conseil économique. C'est les fonds, c'est le contribuable sénégalais. Ouais, mais bon. Non, c'est le contribuable sénégalais. Mais on ne parle pas de ça. Non, je suis en train de venir, je suis parfaitement d'accord. Ce sont des avantages, par exemple les fonds communs, les FC, là, ce sont des avantages que des fonctionnaires ont acquis, mais il faut le leur souhaiter. Et c'est ce qu'il disait que les fonds politiques de Haram. Bon. Et c'est ce qu'il disait. Moi, je n'ai jamais vu un homme politique qui ait fait vœu de pauvreté, comme on dit dans l'Église catholique, vœu de pauvreté. Je n'ai jamais vu. Les politiciens, ils ont besoin de ressources pour fonctionner, pour régler des problèmes et tout ça. Non, ça, c'est pas... Moi, je ne vais pas zioter, je ne vais pas regarder les fonds politiques de qui que ce soit. Non. On parle du Haut Conseil. Logique sur logique, j'ai dit. Les gens qui ont attaqué les fonds politiques, est-ce que ces gens-là ont supprimé les fonds politiques actuellement? Les fonds politiques, et comme ils disent que, nos institutions c'était budgétivore, les fonds c'était budgétivore, et au moins nous on réfléchit pour l'État, on travaille pour l'État. Maintenant, est-ce que ce n'était pas beaucoup plus nécessaire de prendre tous ces fonds-là, les regrouper, plus les fonds du Haut Conseil et l'injecter dans le trésor public afin qu'ils puissent avoir un impact positif par rapport au quotidien du Sénégal. Mais M. Ndong, je vais vous couper une nouvelle fois. Ce n'est pas à vous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Non, vous n'avez pas de responsabilité de ce genre. Ils ont la charge de déterminer la politique de la nation. C'est à eux de voir. Ce n'est pas à vous de leur indiquer le chemin. Mais quand même, je suis un Sénégalais qui cotise. Je suis un Sénégalais qui travaille, qui a des impôts, qui paye. Et donc aujourd'hui, c'est notre contribuable. Et j'ai le droit aussi de faire des suggestions à l'État du Sénégal par rapport à sa bonne marche. Surtout, ces gens, lorsqu'ils étaient à l'opposition, c'est eux qui contestaient ceci. Comme ils contestaient le Haut Conseil, c'est exactement comme ils contestaient les fonds politiques. D'accord. Donc aujourd'hui, ce serait
vraiment incompréhensible de vouloir cautionner l'existence des faux politiques et contester le Haut Conseil. Et maintenant, ce que je dis, comment pouvons-nous contester le Haut Conseil et vouloir créer des pôles territoires? Non, on va revenir sur ces initiatives-là. Pour terminer avec le Haut Conseil et son jumeau un peu dans la galère. 16, oui. Ouais, le 16. On peut comprendre que vous soyez des variables d'ajustement. Parce que aussi bien 16 que HCCT n'ont jamais été des institutions populaires. Les Sénégalais ne vous apprécient pas tant que ça parce qu'ils méconnaissent, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est frappé de la confidentialité. Ils méconnaissent ce que vous faites. Je suis d'accord. Et on ne peut pas reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Je suis d'accord. Donc la dissolution, là, va de soi. Bon, moi je suis d'accord qu'il dissout, mais que le président de la République déclassifie les rapports du Haut Conseil. C'est une demande que j'ai faite à la télé, comme son estampillé secret, qu'il déclassifie ce que nous avons travaillé ces 2 quinquennats. C'était des institutions utiles vraiment? Extrêmement utiles pour le pays et pour le Sénégal. En quoi exemple, donne. Voilà. En quoi, moi qui vous parle, les pôles territoires dont on parle, je suis le président de la commission de développement des pôles territoires. En 2017, on avait travaillé pour identifier 6 pôles territoires. Et dans ces 6 pôles territoires, dans chaque zone, en fonction de ses spécificités géographiques, climatiques, écologiques, on a essayé de former le format de l'administration de ces pôles territoires en 2017, qui était un avis recommandé au président. Et c'est dans ces pôles territoires, par exemple, si on prend le pôle territoire de Sine Saloum, qui devait se donner par rapport aux réalités socio-économiques et culturelles, le tourisme, l'agriculture, l'agrobusiness, tout ce qui est en connexion avec l'administration, le pôle devrait être l'intermédiaire, le point focal entre le département et la mairie, pour éviter à ce que le choc politique, qu'il y ait des chocs politiques entre le président du conseil départemental et les maires. Pour assurer cette symbiose et corriger l'incohérence territoriale en favorisant l'élaboration des projets communs, pour qu'il y ait une coopération décentralisée sincère et qu'il y ait un bon clivage pour ensemble élaborer des communs pour renforcer la coopération. C'est dans cette perspective, et aussi la RSE, le fisc, tout ça, c'est les pôles territoires qui devraient essayer de gérer ces problèmes dont souffrent les communes, dont souffrent les départements. C'était en 2017. C'était en 2017. Vous avez déposé sur la table du président. Oui. À l'époque, qui était votre ami Macky Sall. C'est le président Macky Sall. Qu'est-ce qu'il en a fait? C'était prévu. Mais c'était un budget un peu lourd. Plus lourd que celui du Haut Conseil réuni avec le Haut Conseil économique social. C'était combien bon, dans nos schémas, je ne parle pas de leur pôle territoire. Dans nos schémas, ce qui a été prévu, c'est-à-dire que dans chaque pôle territoire, il devait avoir un budget. Un budget dans chaque pôle territoire. Et il devait y avoir aussi toutes les communautés d'une administration sérieuse. Et là, il devrait avoir d'abord là où loger, la logistique, véhicules, tout ça, idem, plus le corps. Et ensuite, avoir un conseil d'administration de tous ces pôles territoires. Et quand on l'évaluait, c'était... Vous êtes tombé sur combien à peu près en termes d'estimation? Comme c'était pas fait, je ne voulais pas me jeter dans, mais c'était beaucoup plus... C'était plus de 16 milliards qui compte le Haut Conseil. 16 milliards par... De compte le Haut Conseil et le Conseil économique social par année. Et ça, c'était très, très lourd. En réalité, nous, on n'allait pas créer le conseil d'administration de ces pôles territoires, parce que, en tant que président de la commission, c'est en réalité moi qui allais gérer, centraliser les travaux de tous ces pôles territoires. Et à travers leurs travaux, nous allons le présenter à l'institution du HCCT afin de pouvoir donner des avis et recommandations. D'accord. Si je vous C'était dans le format, quoi. Si je vous suis bien, donc vous parliez de 6 pôles
La vision 2050 parle de 8 pôles. Oui. Si je vous suis bien, vous voulez dire que ce qu'ils envisagent de faire avec ces 8 pôles sont plus coûteux. C'est plus coûteux que, par exemple, les institutions qu'on veut dissoudre, que vous-même, ce que vous vouliez faire. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Est-ce que c'est une bonne idée que ces 8 pôles régionaux? Les pôles territoires, c'est excellent. Les pôles territoires, nous qui l'avons pensé, nous savons que c'est excellent parce que ça va corriger beaucoup de problèmes d'ordre local et dans la décentralisation des politiques publiques de l'État. C'est excellent. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais l'actualité, ce sont les pôles régionaux. Vous en pensez quoi? On parle de pôles régionaux, pôles territoires ou pôles C'est la même économiques, chose. ou pôles économiques. C'est la même chose. C'est la même chose. Ah, d'accord. Parce qu'en réalité, dans le format du PSE, il y avait d'abord la notion des métropoles. Et il y avait la métropole internationale qui est de Dakar. Et la métropole internationale de Dakar, à travers Diamniadio. Et dans chaque pôle... J'argumente. Non, mais M. Ndongo, vous savez... J'argumente. Le PSE, vraiment, c'est dans les poubelles de l'histoire. Excusez-moi du terme. Oui, non, c'est vrai. Maintenant, on parle de Vision 2050, qui parle de 8 pôles. Vous en pensez quoi? Non, vous me faites rire, Hassan. Ouais. Parce que ce que je dis au PSE, dans le PSE, dans chaque pôle, dans chaque ville qui abrite un pôle territoire, devrait avoir une ville comme Diamniadio, qui allait être le réceptacle. Ouais, c'est ça. Bon. Qui allait être le réceptacle. Et cette métropole, on avait identifié 4 métropoles. Il y avait la métropole internationale de Dakar, très bien, ouais. Les métropoles régionales, les métropoles internationales de Dakar, métropole d'équilibre, métropole régionale et les villes secondaires. D'accord, très bien. On va avancer parce que aussi il y a l'heure qui n'est pas élastique à souhait. L'actualité, c'est l'éviction, l'excommunication de Barthélémy Diaz, aussi bien de l'Assemblée nationale que de la mairie. Est-ce que vous avez de l'empathie pour lui, de la solidarité? Est-ce que vous mettez à sa place aujourd'hui? Bon, si je me mettais à sa place, ça allait être très douloureux. Et je condamne franchement ce qui s'est passé à la mairie de Dakar. Tout pouvait se faire par la diplomatie. Vous condamnez quoi Je condamne ce que j'ai vu de la parce que moi police, j'étais là-bas et j'étais présent. Ah, vous étiez sur place? J'étais sur place. Et vous étiez parti, pourquoi? Bon, j'étais parti en tant qu'opposant, en tant que politique. Je ne goberai pas à ce qu'on fasse de telles choses à un homme politique. Mais vous mêlez de tout, là, de ce qui ne vous regarde pas. Ça me regarde parce que je suis un opposant, Bat est un opposant. Et nous devons être soudés et nous devons nous soutenir. Mais quand même, ce que j'ai dit, c'est difficile aujourd'hui de comprendre ce qui se passe au Sénégal. Parce que c'est eux-mêmes qui contestaient, qui disaient que le mandat de Barthélémy Diaz allait faire ses 5 ans parce qu'en réalité, Macky Sall voulait confisquer le mandat de Barthélémy Diaz. C'est eux qui le disaient. Si aujourd'hui, ils viennent et ils révoquent Barthélémy Diaz, je ne comprends plus le discours du politicien. Mais ce n'est pas la loi, là, qui... il n'est pas tombé sous le coup de la loi, Barthélémy. Oui, c'est la loi, je suis d'accord. C'est la loi quand même. Mais quand même, il y a ce que je ne comprends pas. Parce que Barthélémy Diaz est élu au suffrage universel direct. Et être élu au suffrage universel direct est différent avec le scrutin qu'on connaissait autant. Où il fallait être d'abord conseiller municipal pour essayer de briguer le mandat. Il y a un vide là-bas. Et là, un vide. Et ce vide-là, je ne sais pas maintenant ce que le Code général des collectivités territoriales a prévu par rapport à ça. Et ce que le Code électoral a prévu par rapport à ça. Mais ce que je ne comprends pas aussi, c'est-à-dire quand on évoque l'article 29 en parlant d'éligibilité, je ne sais pas quoi. Mais pour être éligible, pour être maire, il faut être éligible d'abord. Ouais. Mais une personne qui est éligible, et il y a deux cas d'inéligibilité ou cas d'incompatibilité. Et quand on parle de cas d'inéligibilité, la personne ne devrait pas être électeur. Cette discussion, on l'a déjà faite. Il y a Anguille sous roche, ça tout le monde comprend et l'accepte. Il a fait des erreurs, Barthélémy Diaz. Comme lesquelles? Comme lesquelles il s'est lié avec des gens qui
qui l'ont toujours vomi et qui ne savaient pas qu'il a été vomi par ces gens. Et aujourd'hui, le coup ces gens, c'est qui? Et aujourd'hui, il subit le coup. Qui sont ces gens? Les gens qui le défendaient hier et qui l'ont défoncé aujourd'hui. Mais c'est ça son erreur. C'est ça l'erreur. Il faut savoir choisir ses amis. Ouais. C'est ce que je t'ai dit à la... Il était avec eux à l'époque parce que c'est le contexte qui le dictait peut-être. Bon, on parle de contexte, mais... C'est facile quoi. C'est facile quoi. D'accord. Il n'y a pas de contexte. Parce qu'un homme politique doit être un homme qui a le sens de la parole et le respect de la parole donnée. Et je ne peux pas condamner des choses aujourd'hui que j'accepterai demain. Demain aussi, je ne dois pas accepter aux choses aujourd'hui et le condamner demain. Et c'est eux qui défendaient Barthélémy Dias mordicus en disant que Macky Sall voulait confisquer son mandat. Mais c'était des amis et même des parents. Ah non, il disait que c'est sa madame Ndeye. C'est pourquoi je me dis que Anna Domney, est-ce que la politique, est-ce que ça vaut le coup? Rien ne vaut la vie et la vie ne vaut rien. Et cette chose qui s'est passée comme ça, comme nous avons vu nous tous, que nous avons constaté, c'est déplorable pour une république comme le Sénégal. Mais monsieur, non, on dirait que vous n'êtes pas en politique. En politique, tous les coups sont permis. Non, je ne suis pas d'accord. Ah. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut de la morale. Moi, je crois foncièrement à la morale et au sens de l'éthique. Un homme qui aspire à être responsable doit respecter sa parole. Nous sommes des Sénégalais. Nous ne sommes pas des étrangers, même si nous étions des étrangers, qu'on se retrouve dans un terroir, géographiquement, on est dans l'obligation de se lier, géographiquement, on est dans l'obligation de s'entraider. Et malgré nos clivages politiques, ces clivages ne doivent pas être au-dessus de nos relations humaines. Certes, la loi est là. Dire Alex, c'est Lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais quand même, ayons beaucoup de retenue par rapport à nos œuvres et à nos manœuvres. D'accord. Est-ce que au lendemain des élections législatives, où la coalition de Barthélémy Dias a essuyé un revers cuisant, est-ce qu'il n'aurait pas bien fait de démissionner même de la mairie parce qu'il se posait un problème de légitimité au lendemain de cette élection? Comment? Ou bien vous dites que ce n'est pas les mêmes élections, hein? Comment légitimité? Parce qu'il a été battu à Dakar. Mais non. Ce n'est pas la même élection. Non, les Dakarois n'appartiennent pas à Barth. Les Dakarois n'appartiennent pas à Barth. Et les Dakarois sont libres et indépendants de faire leur choix. C'est difficile. Moi, j'ai bâti campagne pour Barth. J'ai tout fait pour Barth pour qu'il gagne à Biscuiterie. Mais malheureusement, j'ai reçu les coups effroyables de la défaite, de l'échec. On nous a battus. C'est difficile. Mais c'est les Sénégalais qui l'ont voulu, qui ont voté pour eux. Maintenant, Barth a été élu au suffrage universel direct, au même titre que le président a élu au suffrage universel direct. Et c'est les Dakarois qui ont voté pour eux. On dit souvent que les élections municipales, les élections locales, marche cogne là, en Wolof. Comme c'est localisé. C'est local. Ouais. Les Dakarois avaient vu que Barth était le meilleur profil pour qu'il soit à la tête de la maire de Dakar. Donc ils ont voté pour lui. Perdre les élections législatives et vouloir démissionner à la mairie de Dakar, il n'y a pas de corrélation de fait. D'accord. Et on dit également que le fait qu'il se rendait chez votre ami, le président Macky Sall à Mermoz, pour soi-disant une médiation apaisée, etc., ça lui a coûté cher là aujourd'hui. Bon, là, je ne suis pas dans les secrets de Dieu et je ne peux pas entrer à l'entrée des choses que je n'ai pas été artisan ni acteur. Bon, j'entends, Barth a donné sa version, les autres ont donné une version. Il a dit que même avant que je rentre à l'entrée de la maison du président, j'ai appelé Diou. Il l'avait dit, vrai ou faux, je ne sais pas. Et je ne peux pas m'emballer dans ça. Mais ce qui est important, ils étaient ensemble, ils ont travaillé ensemble. Ils étaient ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont eu à se défendre ensemble. Et aujourd'hui, la réalité en est autre. Est-ce que si Barthélémy Dias était toujours avec eux aujourd'hui, est-ce qu'il allait continuer à gérer la mairie de Dakar? Est-ce qu'il n'allait pas gérer la mairie de Dakar? Point d'interrogation. Mais ce qui est réel et ce qui est factuel est que Barth a été révoqué et a été radié aussi bien qu'à l'Assemblée nationale qu'au niveau de la mairie. D'accord. Et comment vous jugez son action le temps qu'il est resté maire de Dakar? Il a été un bon maire, un grand maire de Dakar? Très honnêtement, c'est un bosseur. Honnêtement parlé, c'est un travailleur. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait.
J'ai vu beaucoup de choses qu'il a fait. Nous, à Biscuiterie, il y a un canal qui était là-bas depuis les indépendances jusqu'à présent. Il y avait un problème et c'était le village, je pense, le village 33 ou 133, je pense bien. Je ne maîtrise plus. Mais les caniveaux là, c'était extrêmement dangereux parce que la maison était appelée à tout moment, pouvait effondrer. Et là, il a pris ses responsabilités, il est venu là-bas pour régler le problème de l'assainissement de notre commune. À l'échelle de Dakar, un canal ou un Non, je caniveau... parle de ce qu'il a fait dans ma commune. Parce que je ne peux pas être l'avocat du diable. Je ne peux pas parler de ce Dakar aujourd'hui n'est pas propre, il y a beaucoup de désorganisation, c'est même un fatras, c'est très infernal. Le maire de Dakar, on ne l'a pas senti dans le reboisement, les squares, les jardins, la verdure, les promenades, tout ça. Il a travaillé pour ça, pour l'assainissement et pour l'environnement. La gestion de l'environnement, vous savez, c'est extrêmement un peu difficile et c'est très coûteux. Je ne suis pas conseiller municipal de la ville de Dakar. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais que c'est des questions très coûteuses. Même l'État du Sénégal, ça lui coûte très cher. Et parfois, les mairies n'ont pas les moyens à leur disposition pour pouvoir gérer certains problèmes d'assainissement. D'accord. Et là, vraiment, c'est l'État qui doit venir maintenant en appuyer pour aider les collectivités territoriales pour qu'ils puissent s'affranchir de certains maux qui gangrènent leur localité. Voilà. Moi, je dis que les problèmes interminables de la capitale là, dépassent de loin les frêles épaules des derniers maires de Dakar qu'on a eus. Ça veut dire que nos maires actuels sont dépassés par les événements. Les événements, c'est l'État qui doit aider. C'est l'État qui doit accompagner les maires. Et je ne parle même pas de Dakar. À Kaolack, si tu pars à Kaolack, tu vois comment la ville est. Et beaucoup de maires villes, capitales, souffrent les mêmes maux. C'est à l'État d'accompagner maintenant ces villes pour qu'ils puissent... Il y avait d'autres questions pour sortir de la mairie, parce qu'il nous reste 5 minutes. Je rappelle que nous recevons Sambandang de l'APR au conseiller. Vous êtes un agent portuaire. Oui. Il y a eu une vague de licenciements. Oui. C'était quoi le problème, ça? Bon, dans son arrivée au mois de juin, il a parlé des missions d'audit. Il, c'est qui? Waledjou Bodian, il a parlé des missions d'audit, mais pour faire une audition, ou bien pour auditer... Il a renvoyé combien de personnes? C'est trop. Ce qu'on a renvoyé. Vous n'avez pas de chiffres? Je n'ai pas de chiffres exacts, mais c'est trop. Ouais. C'est trop. Et je connais beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Et je pense que ces gens-là, ces jeunes-là, c'est des Sénégalais. C'est ça. Il est en train de faire l'état des lieux, c'est difficile sûrement. Mais est-ce qu'il est un bon DG du port? Parce qu'on le voit souvent sur les réseaux sociaux se mêler de tout. Je pense que le temps qu'il consacre dans les réseaux sociaux, s'il le consacrait au port, ça allait être beaucoup plus bénéfique pour le Sénégal. Et quelle est la situation du port actuellement? Tout le monde le voit, la situation du port, tout le monde en parle. C'est extrêmement difficile actuellement avec les portières, c'est extrêmement difficile dans beaucoup de secteurs. Et là maintenant, je demande au directeur général d'être beaucoup plus responsable par rapport à ce qu'il fait et qu'il essaie de prendre sa responsabilité pour pouvoir gérer correctement le port et éviter beaucoup de questions politiciennes. Ça ne vaut pas la peine et ça ne l'honore pas. Le Sénégal, le port est un poumon de l'économie nationale. Si le port tombe, l'économie nationale tombe. Donc, le port autonome de Dakar, pour le gérer, il faut vraiment être une personne ouverte, non seulement, mais une personne qui a une capacité de management avérée. D'accord, très bien. Cette semaine également, on a vu M. le Président de la République se déplacer à Thiès pour inaugurer la statue dédiée aux Damel du Cayor, la Dior, parce que c'est bien la mémoire. Quand le passé n'éclaire pas le présent, l'esprit humain sombre dans les ténèbres. C'est bien. Sur invitation du maire Babacar Diop, comment vous jugez ça? C'est bien, non? Bon, ouais. Dans le format, le maire de Thiès, il a le droit d'honorer ses hommes, les hommes de sa province, surtout le Diop qui est un héros national. Il a le droit. Mais quand même, le président, en tant que président de la République, se déplacer pour inaugurer des statues, ça vraiment... Mais c'est la statue du héros national. Je ne dis pas le contraire. Je voue et je loue et je magnifie ce que Lat Dior a fait. Il s'est battu pour son pays. Il s'est donné pour son pays. Il s'est engagé pour la stabilité et pour la stabilité de son pays. Mais quand même, statue,
sur un statut, les Sénégalais n'attendent pas l'État du Sénégal pour inaugurer des statuts. Les Sénégalais attendent l'État du Sénégal pour qu'il règle le problème des Sénégalais. D'accord. Une dernière question. On a vu que vous êtes un peu un opposant relativement radical. Vous ne faites pas de demi-mesure, etc. En 8, 9 ou 10 mois d'exercice du pouvoir par le régime actuel, ils ont bien travaillé en 8 mois. Ou bien... Bon, les indicateurs économiques, tels que les indicateurs de notification, les modis et autres, n'ont pas dit, on dit autre chose. Et nos dettes aussi, les pays continuent à être endettés avec les eurobonds. Donc c'est compliqué, quoi. Et c'est compliqué. Mais les Moody's là ne peuvent pas mesurer la stabilité qu'il y a dans le pays. Depuis 8 mois, il n'y a plus... La stabilité du pays, c'est les Sénégalais qui peuvent noter. Et je pense que les Sénégalais notent. Si ça va, les Sénégalais savent. S'il ne va pas, les Sénégalais savent. Et chaque Sénégalais, comme moi, comme vous, si ça va très bien, tout le monde sait que ça va, mais si ça ne va pas aussi, je pense qu'ils savent. Chacun, dans ses poches, il peut noter le Sénégal, si ça va ou pas. D'accord. Et je pense qu'ils vont noter. Aujourd'hui, ils vont noter. Merci beaucoup, monsieur Ndong, d'avoir bien répondu à notre invitation de ce dimanche. Merci. Je rappelle que vous êtes et vous serez bientôt un ex au conseil parce que le non, il n'y a conseil... pas d'ex. Je serai au conseil jusqu'à la fin de mes jours parce bon? que c'est déjà fait. D'accord. C'est un titre indélébile. Le Haut Conseil qui risque de tomber de son piédestal avec la plénière et ce qui va s'en suivre. Merci beaucoup. Hein. Merci également à l'AI pour la réalisation et à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Bon dimanche.